il est taré. B-O-B-Z-O-M-B, mon nom à moi c'est Bob Zombie, oui tu l'as deviné. Bienvenue mes petits farfadets dans ce nouveau mag, où une fois de plus on va se faire plaisir en odieuse description, avec au programme aujourd'hui Iron Fist fucking, la face cachée du premier Miss Hulk, moi je préfère ses fesses, et un achat compulsif qui montre que je n'ai aucune volonté. Et si quelqu'un ose me traiter à ce sujet de... C'est ça qui est merde. Ah bah il a peut-être raison. Allez, envoyez le bousin. Aujourd'hui, bande de petits vénards, on va encore se faire quick avec Iron Fist, l'homme au point de fer que les lecteurs ludiens ont vu surgir en juillet 1975 en couverture du Strange 67 dans la pose typique du maître des arts martiaux. Influencé par la nouvelle tendance du cinéma dans les années 70, Marvel s'intéresse au kung-fu. Bruce Lee est l'acteur le plus prisé du moment et fait fureur comme un dragon sur les écrans. Marvel lance Shang-Chi, dont elle achète les droits à son créateur, Sax Rohmer, et Doug Munch et Paul Gulassi signent les plus remarquables épisodes de la série. Et c'est dans ce contexte qu'Iron Fist naît dans cette explosion du kung-fu. Après avoir vu un film qui montrait la cérémonie du point de fer, Roy Thomas va créer son personnage, Iron Fist, avec l'approbation de son père spirituel Stan Lee. Se basant sur le style élégant de Jill Kane pour assurer la partie graphique, Roy Thomas s'inspire d'un héros créé par Bill Everett 30 ans plus tôt, appelé Amazing Man. Roy Thomas remercie d'ailleurs Bill Everett dans sa dédicace à la fin du premier épisode d'Iron Fist. Chose qui n'apparaîtra pas dans le Strange 67, comme bien des onomatopées, des crachats de bave et autres effusions de sang condamnées par la censure catho-bolchevique. Bon, on ne va pas s'étaler sur la question, mais vous vous doutez bien que tous les épisodes de Strange et Titan seront aseptisés des impacts, des onomatopées et du sang jaillissant des corps brisés quand ce n'est pas les katanas et les sabres. Et c'est dommage. C'est de la merde. Aux États-Unis, Iron Fist était apparu dans Marvel Première, une anthologie destinée à tester les nouveaux concepts qui avaient par exemple lancé Warlock ou Doctor Strange. Iron Fist assure la vedette dans les Marvel Premières 15 à 25, comme nous le propose Panini en version non censurée dans cette intégrale 1974-1975, auquel Panini a ajouté les Iron Fist 1 et 2 sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. En tout cas, les Marvel Premières 15 à 22 seront traduits dans les Strange 67 à 74. Lug, surfant sur la vague Kung Fu, offre même la couverture du Strange 67 pour ses débuts et celle du Strange 72 en décembre 75, couverture amusante par son stéréotype car le rond rouge rappelle le drapeau national japonais et pour Lug, qui dit arts martiaux dit Japon. J'en ris encore. Bruce Lee en aurait probablement eu un rire jaune s'il avait vu le cliché d'occidental que véhicule Lug, que je trouve personnellement ni bon ni mauvais, et le premier qui me fait une remarque dans les commentaires, je lui jappe au nez. Tu pourrais arrêter tes blagues pourries là, j'en peux plus là. Iron Fist aura même le droit à un poster dans le Strange 158 et il figurera sur la couverture mythique du Strange 176 en août 1984 aux côtés de Power Man et Daredevil. Et arrêtez de me faire chier dans les commentaires parce que je dis Daredevil, je paye mes impôts en France, alors je prononce comme je veux. Les épisodes de Marvel Première 15 à 22 ne sont pas les meilleurs, ça pique les yeux même. Après, comme dit une amie à moi, en matière de plaisir, on ne peut pas toujours commencer avec un fondu au chocolat. Quel poète! Et puis les scénarios ont connu des problèmes qu'avait connu la série des champions. Trop de scénaristes se succèdent pour donner de la cohérence à la saga au départ. Roy Thomas écrit la première histoire, assisté de Jill Kane au dessin. Mais dès l'épisode suivant, Len Wein et Larry Hannah reprennent le personnage. Larry Hannah, qui deviendra célèbre dans les années suivantes grâce à G.I. Joe. Dans le Marvel Première 17, c'est Doug Munch qui remplace Len Wein et il va rester jusqu'au numéro 19. C'est ensuite Tony Isabella et Harvell Jones qui prennent le relais. Dans le numéro 23 de Marvel Première, c'est Chris Claremont qui scénarise et Harvell Jones qui est remplacé par Pat Broderick. Et ce dernier jette l'éponge après 2 numéros. Ça fait beaucoup là, non? Oui. Au numéro 25, c'est John Byrne qui le remplace, moment charnière, car ce sont les dernières pages consacrées à Iron Fist dans Marvel Première, mais c'est le début d'une longue collaboration entre Claremont et Byrne, qu'on retrouvera ensuite dans Power Man, les Marvel Team Up et bien sûr les X-Men. Contrairement à ce que l'on pouvait croire, les premières planches d'Iron Fist de Byrne, au passage non traduites dans Strange, piquent les yeux. Byrne fait ses armes mais ce n'est pas encore au top. Il affirme petit à petit son style, mais ce qui sauve le dessin, c'est l'ancrage efficace de Frank Chiaramonte. Au final, Marvel prendra le risque de créer la série Iron Fist, dont le numéro 1 et 2 nous sont proposés dans l'intégrale Panini. Marvel s'appuie sur Claremont et Byrne pour promouvoir Iron Fist, et la série s'arrête après 15 épisodes. Combien?
15 épisodes signés par les deux dieux de Marvel. Cette série Iron Fist a été diffusée dans les Titans 12 à 31, meilleure époque pour Iron Fist du fait des deux auteurs, tant au niveau du scénario que du dessin, avec John Byrne qui a trouvé son coup de patte. Dans cette intégrale Panini, on nous présente donc les débuts d'Iron Fist non censurés dans Marvel Première 15 à 25, datant de mai 74 à octobre 75, puis les Iron Fist 1 et 2 de novembre et décembre 1975. Un excellent album pour tous les fans de la série, qui veulent enfin découvrir la saga dans son intégralité, loin du massacre de Lugh dans Les Strange et Titans. Je me suis régalé. Achète ma mère! Achète ma mère! Ma mère! Ta gueule! Pour préparer cette émission, j'ai regardé dans les parutions françaises ce qui avait été publié sur Iron Fist et sa première histoire, et justement, elle était offerte au lecteur de Lugh dans le Strange Spécial Origine 241 bis en janvier 1990. Un spécial Origine qui proposait aussi le premier épisode de Miss Hulk. Et en feuilletant les premières pages de cet épisode de She-Hulk, quelque chose m'a paru bizarre. Mais genre, tu vois, ça m'a fait comme une sorte de histoire, un je ne sais quoi qui me perturbait dans ce que proposait Lugh. Alors j'ai décidé de reprendre la version d'Aredi consacrée à Miss Hulk datant du 4e trimestre 1980, et l'évidence m'a sauté aux yeux. Lugh ne faisait pas une traduction fidèle du matériau original, et même si le lettrage pourri d'Aredi est insupportable, comme notre gouvernement, le contenu des cases et des bulles reste dans l'esprit de l'original. Et cela a soudainement son importance, car au final, je me suis rendu compte que le numéro de Savage She-Hulk numéro 1 avait une spécificité bien à lui, dont on ne retrouve plus l'essence dans la production lughienne, chose que je m'en vais vous présenter à présent. Alors là, le Jackie scribouillard de commentaires, je te vois venir. Tu vas me dire que j'ai déjà parlé de cet épisode dans une autre vidéo, et là je te dis, tu peux pas tester. Je te garantis qu'après la relecture de cet épisode de Miss Hulk, on se rend compte qu'un détail d'importance vaut la peine qu'on s'y attarde. No listen to me, Jackie. Je vais te dire de quoi il en retourne. Alors rappelons que Miss Hulk est apparue dans The Savage She-Hulk numéro 1 en février 1980. Le récit est écrit par Stan Lee et dessiné par John Buscema, assisté par Chick Stone à l'encre. On s'en branle un peu quand même. Pour que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, Stan Lee n'avait pas écrit de bande dessinée depuis fort longtemps, car en fait, il n'avait pas repris le stylo depuis l'Amazing Spider-Man 111 en 1972, et même si on veut être très précis comme un entomologiste de base extraction plébéienne, et c'est à ce prix-là que les Français nous comprendront, il n'avait rien écrit depuis l'Amazing Spider-Man 110, puisqu'en fait c'est Jerry Conway qui a terminé l'histoire de Stan Lee dans le numéro 111. Et oui ma gueule, je suis pointilleux. Et alors oui, nous savons, et pas seulement de Marseille, Miss Hulk, que c'est une nouvelle version féminine dérivée d'un personnage masculin de chez Marvel. Mais là où Spider-Woman et Miss Marvel ont fait un effort pour se démarquer de leur homologue masculin, avec Miss Hulk, nous obtenons essentiellement une version masculine de Hulk. Elle est un peu plus intelligente, et au début de la saga, elle est plus proche du Hulk original. On retrouve le même concept de Jekyll et Hyde, avec les mêmes pouvoirs, les mêmes colères, la finesse d'un tractopelle, et beaucoup de pignoufs ont trouvé qu'il était dommage d'avoir commencé son histoire ainsi. Ça vous dérange, vous? Non. Après, on va pas en démouler une terrine, Stan Lee a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait pour empêcher qu'Universal fasse de Miss Hulk la sienne. Parce que le vieux Stan avait pigé que les producteurs de la série télévisée The Incredible Hulk étaient en train de prendre les devants pour posséder de facto les droits de Miss Hulk, comme Universal l'avait fait en lançant Super Jenny, inspiré de l'homme qui valait 3 milliards, la série adaptée du roman Cyborg de Martin Caidin. Et on ne la fait pas au vieux Stan, il a du kilométrage, c'est comme Brigitte Lahaie qui a également vu du kilométrage, mais c'est pas exactement le même si derrière toutes ces intrigues autour des droits sur les personnages, ça sent quand même la sodomie et sa bonne odeur d'andouillette. D'autant qu'avant cela, il y avait déjà eu une She-Hulk sans nom dans l'émission de télévision britannique Benny Hill, qui était une esquisse parodique de la télévision Incredible Hulk. Et cela risquait de donner des idées à Universal. Bon, pour la petite histoire de Benny Hill, c'est pas véritablement à cause des muscles de She-Hulk que ses vêtements se déchirent, mais plutôt parce que ses seins deviennent énormes. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce premier épisode velu que tout le monde connaît, mais juste sur quelques points importants. Bruce Banner décide de retrouver sa cousine Jennifer Walters, avec qui il était proche, pour se confier. Un premier bug de scénario survient dès le début, quand Jennifer dit qu'elle n'a pas vu Bruce, je cite, depuis que tu as abandonné tes études de médecine pour la physique nucléaire. Première nouvelle. Bruce avait d'après cette histoire une formation médicale, mais on comprend vite que cette insertion douteuse est nécessaire pour cette histoire, comme nous le verrons après. Mais ce n'est pas tant ça le blême. C'est surtout l'idée que Jen n'a pas vu Bruce depuis qu'il était à l'école de médecine, car cette idée a été contredite dans le Giant Size Hulk numéro 1 en 2006, selon lequel Bruce est allé voir Jean à l'hôpital alors qu'elle avait un problème d'appendicite quelques années auparavant. Ah!
à moins que le choc opératoire lui ait fait perdre la mémoire. Tu chipotes là, gros. Donc, ils se sont bien revus. Et puis, même si Jen a passé sa vie dans un campus universitaire à préparer ses diplômes, et que les campus pouvaient être parfois assez coupés du monde réel en Amérique à cette époque, faut pas exagérer. Une femme de loi est quand même censée connaître l'actualité. Demandez à Corinne Touzé. Oui, c'est vrai. Le fait que Jen ne sache pas que Bruce est Hulk, eh ben c'est complètement pipeau, car c'est de notoriété publique à cette époque. Bref, Jen est devenue une avocate qui énerve la pègre, et dès le début de l'histoire, elle se fait tirer dessus par des gangsters au style vraiment swag. Vous ne trouvez pas? Non. Jen est blessée et Banner est obligé d'effectuer une transfusion sanguine. D'où la révélation au début de l'histoire qui nous dit que Bruce a suivi des écoles de médecine. Bon, honnêtement, bien que les gens trouvent que c'est pas original d'avoir fait de Jen la version féminine de Hulk par une banale transfusion, il est difficile de trouver une autre façon pour She-Hulk d'exister sans que ce soit du sang. Il y avait eu d'autres créatures gamma avant cela, et on pense à Betty Ross en tant que Harpy, mais faire de la cousine de Bruce son pendant féminin a un intérêt scénaristique intelligent à cette époque. Cela donne en fait quelque chose qui manquait à Bruce avant cela, une famille à qui il peut s'identifier. Quelqu'un vers qui se tourner, qui était du même sang et qui était sa bouée de sauvetage. Un bon point pour Stan Lee. Au final, Banner est obligé de fuir à nouveau, aussi pressé que s'il avait l'Eurostar au fond du tunnel, et il laisse Jen découvrir par elle-même qu'elle se transforme maintenant en monstre. Et en fait, ce que je croyais être un bug au départ de Stan Lee m'a soudainement paru évident si on replonge la naissance du comics She-Hulk dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire, Stan Lee a créé She-Hulk au moment où la série télévisée cartonnait et risquait de lui choper les droits d'un personnage féminin. Et si on remet en contexte, ces révélations ne sont pas un bug, mais sont au final assez logiques. ah bon? Et oui, cette BD s'intègre dans la continuité de la série télévisée The Incredible Hulk qui était diffusée à ce moment-là, plutôt que dans le scénario de la bande dessinée. Non seulement David Banner de l'émission était un vrai médecin, et non pas un physicien nucléaire, mais cela expliquerait également la première bulle de la BD, quand Banner dit qu'il est un homme recherché par la police. Dans le téléfilm, Hulk était recherché car il était en relation avec la supposée mort de David Banner, et la mort bien réelle et involontaire du docteur Helen Marks. Et si on y réfléchit bien, dans le comics, Banner était plus la cible de l'armée que des forces de l'ordre local. Ouais, c'est pas faux. Il y a de grandes chances pour que cette histoire a en fait commencé sa vie en tant que script pour la série télévisée The Incredible Hulk, puis il a été adapté à la forme comics. Et si ce n'est pas le cas, il y a fortement à penser qu'il a au moins été écrit en pensant à l'émission télévisée. Et c'est là que la version de Lug n'est pas fidèle à l'original et ne peut pas nous permettre de comprendre cela. Alors que si on prend la version d'Aredi, la preuve est dans le premier encadré de la première case. Cette narration d'ouverture dit « Appelez-le David ou Bruce ou Bob ». Si vous y réfléchissez bien, il n'y a aucune raison pour que dans ce comics, Banner s'appelle David. D'ailleurs, tout au long de l'histoire, à aucun moment on ne l'appelle par son prénom. Vous noterez que Jen a tendance à l'appeler Doc pour l'empêcher de se référer à lui par son prénom. Enfin, certains diront que le Dr Banner a dans ce comics une ressemblance passagère avec Bill Bixby. Non. Ainsi donc, on peut remercier Aredi d'avoir été fidèle à la version originale, car cela nous permet de voir ce premier épisode d'une autre manière, ce qui est impossible avec la version de lui. À titre de chipotage stérile, on pourra s'amuser avec la chemise de She-Hulk qu'elle porte dans son numéro, car elle devient sa tenue officielle dans cette première série. Car oui, vous pourrez vérifier, c'est essentiellement une chemise d'hôpital déchirée qui devient son costume officiel pour toute sa première série. Et c'est vrai que c'est rigolo. Bon, ne chipotons pas davantage, même si on est en droit de dire que les She-Hulk 1 à 25 peuvent être parfois assez loufoques, voire carrément médiocres quand ils ne cassent pas 3 pattes à un connard, eh bien je ne suis pas de ceux qui vont cracher sur cette série. Pour moi, c'est un pur plaisir nostalgique qui me fait toujours autant perler la rosée. Quelle belle conclusion. Merci. J'ai fait une trouvaille très bandante que je tenais à partager avec vous. Et regardez dans quoi j'ai investi. Et ça, c'est la photo French Geek. Après avoir vu son excellente émission sur sa chaîne appelée Les Comics du French Geek, où il parlait de ce format appelé les Galeries Éditions de Marvel, et ben j'ai craqué mon slip et j'ai acheté La Mort du Captain Marvel. Encore. Oui, je sais, encore, je l'ai encore, toujours et encore, mais j'adore ce bouquin. Ouvrage magnifique pour collectionneurs atteint de collectionnité aiguë. Le format est intéressant, car à titre de comparaison avec l'album Top BD de chez Lug, et ben vous constatez qu'il est plus grand et qu'on peut se régaler de la taille des cases et des panneaux. Et puis il est remarquablement bien imprimé, contrairement à la version Lug, où le papier de mauvaise qualité avait du mal à boire certaines couleurs qui avaient tendance à baver d'une page à l'autre. Cet ouvrage d'un fort beau gabarit rassemble les temps forts de l'histoire du Captain Marvel, puisqu'on trouve ses
débuts dans le Marvel Super Heroes 12 et 13 en 1967, puis le Captain Marvel numéro 1 de 1968 et le numéro 34 bien évidemment avec sa confrontation avec Nitro qui sera l'origine de son cancer puisqu'il inhale un gaz toxique qui aura raison de sa résistance quelques années plus tard. Pouvoir profiter de ce grand format est très agréable. Regardez la taille de cette case, c'est du vrai bonheur. On a le droit aussi au Marvel Spotlight 1 et 2 de 1979 et l'album se termine bien évidemment avec le graphic novel de la mort du Captain Marvel datant de 1982. Un très bel ouvrage pour collectionneurs sur lequel j'ai craqué à cause de la vidéo de mon ami le French Geek. Je ne le remercie pas, ce type a vraiment une mauvaise influence sur mon porte-monnaie. Voilà, je me suis fait plaisir avec cet album incroyable du cul que je voulais vous montrer ce soir sans forcément faire une vidéo dessus. Voilà, cette émission est maintenant terminée, laisse pause blow si tu as aimé, et même si t'as pas aimé, et abonne-toi, tu connais toutes les contingences imposées par YouTube. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, à bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Non, Abdel Ramsafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.